début du XVIIIe siècle. En un siècle de métissage, les Français canadiens ont beaucoup appris des Amérindiens. Des colons se sont enfoncés de plus en plus profondément dans le pays, utilisant principalement le réseau fluvial. Ils vont cartographier près de la moitié du continent nord-américain, donnant aux régions qu'ils traversent le nom des tribus qui y habitent. Ohio, Missouri, Illinois ou encore Wisconsin. Un siècle après sa fondation, le petit comptoir commercial de Québec est devenu une ville de 9000 habitants. Elle a connu des temps difficiles. Hiver extraordinairement rudes, famine, guerre contre les Iroquois. Avec Montréal et Louisbourg, Québec est l'une des villes principales de la colonie royale de la Nouvelle-France. Mais pour la couronne, le Canada coûte cher et rapporte peu. Sous Louis XV, on lui préfère les îles à sucre des Antilles, plus rentables. De plus, la colonie est prise par les glaces la moitié de l'année, ce qui interrompt le commerce et complique le ravitaillement. En métropole, l'avenir de ces quelques arpents de neige est loin d'être une priorité. Pour le Royaume-Uni, c'est l'inverse. La Grande-Bretagne est une île. Pour se développer, elle est obligée de se tourner vers l'extérieur. Très vite, une politique impérialiste naît à Londres. Les possessions britanniques en Amérique ne sont pas que des comptoirs commerciaux. Ce sont surtout de nouveaux territoires à occuper, exploiter et défendre. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, des vagues de colons ont fondé la Nouvelle-Angleterre. Partis avec leurs biens et leurs familles, ils n'ont nullement l'intention de rentrer. Chassés d'Angleterre par les persécutions religieuses, ils sont portés par la conviction de devoir fonder une société plus pure. Dès lors, les Amérindiens, considérés comme gênants, sont combattus et repoussés. En 1750, les 13 colonies britanniques comptent plus d'1 million d'habitants et elles sont en pleine expansion. Les Canadiens français sont à peine 70 000 sur un territoire au moins 5 fois plus vaste. Entre colonies britanniques dynamiques et territoires franco-amérindiens sous-peuplés, la concurrence est plus présente que jamais. En Amérique, les colons anglais importent leur mode de fonctionnement et l'imposent aux Amérindiens. Les Français, en minorité et dans un environnement hostile, s'adaptent et traitent d'égal à égal avec eux. Ils savent que la survie de leur pays dépend de leurs relations avec leurs alliés. À la bataille rangée, coûteuse en hommes, ils associent la guerre d'escarmouches, embuscades, raids, déplacements furtifs et combats en forêt. Les Canadiens l'appellent « petite guerre », sorte de guérilla. Et c'est une chasse à l'homme. Se déplacer d'arbre en arbre pour rester à couvert, tirer uniquement lorsque l'on est sûr de toucher sa cible, ne sortir de sa cachette que pour faire feu, puis attaquer au corps à corps. L'armée britannique, elle, a conservé ses tactiques de combat. Mais elle possède un atout, sa discipline. En bataille rangée, elle est capable de tirer en feu roulant. Une rangée de soldats tire pendant que la précédente recharge. Ce jour du 28 mai 1754 marque la fin du statu quo. Des miliciens britanniques ont attaqué par surprise une ambassade française. À leur tête, le jeune George Washington, futur premier président des États-Unis d'Amérique. L'exécution de l'ambassadeur français annonce une guerre qui va toucher tous les continents. La guerre de 7 ans. La France et l'Angleterre, les deux grandes puissances de l'époque, vont s'affronter sur mer et sur terre, en Europe et dans leurs colonies. Dès le début, l'Angleterre joue sa carte maîtresse. La Royal Navy se déploie à travers les océans. Sa mission, détruire la marine française, bloquer ses ports, l'empêcher de secourir ses colonies, en clair, paralyser le royaume. La Navy, avec une redoutable efficacité, parvient à couper les bras de la France.
colonies françaises sont désormais livrées à elles-mêmes. En Nouvelle-France, la partie s'annonce difficile. Depuis 2 ans, miliciens et amérindiens infligent défaite sur défaite aux troupes anglaises. Les Français sont maîtres du terrain. Mais il doit désormais composer avec le commandant des armées royales, le marquis de Montcalm, récemment arrivé de France. Ce dernier, bénéficiant du même niveau hiérarchique que Vaudreuil, n'apprécie guère cette tactique glorieuse, mais apprend rapidement à s'en servir avec efficacité. La force combinée des troupes régulières et des milices canadiennes est redoutable. Les forts anglais cèdent sous les obusiers français, tandis que leurs patrouilles tombent dans les embuscades des milices canadiennes. Des rives de l'Hudson au pont enneigé du lac Champlain, les troupes anglaises sont bousculées et harcelées de toutes parts. Mais sur les mers, la Royal Navy règne en maître. 27 juillet 1758, Louisbourg, verrou de la Nouvelle-France, tombe aux mains des Anglais. Les renforts français n'arrivent bientôt plus qu'au compte-gouttes, alors que les troupes britanniques sont de plus en plus nombreuses. La partie est serrée. Montcalm sait qu'il finira par être submergé par le nombre et implore des renforts. Mais la France livre aussi bataille sur le continent. Personne ne viendra secourir la Nouvelle-France. Le 4 juin 1759, une formidable flotte de navires de guerre anglais quitte Louisbourg en direction de Québec. À son bord, près de 2000 canons et 22 000 soldats et marins. Les Canadiens, coupés du royaume de France, incapables de les ravitailler, se battront encore quelques mois avec l'énergie du désespoir. Mais chaque soldat britannique abattu est aussitôt remplacé par 2 autres. La Royal Navy est omniprésente. La guerre de 7 ans est catastrophique pour la France qui perd une grande partie de ses colonies, dont la totalité de ses possessions en Amérique du Nord. Lors de la signature du traité de Paris en 1763, les diplomates français préfèrent sauver leurs îles des Antilles plutôt que les vastes territoires glacés du Canada. Les Canadiens deviennent sujets britanniques. En conséquence, ils doivent parler anglais et devenir protestants. Les Amérindiens, privés de leurs alliés, composent désormais avec les Anglais. Mais, ironiquement, la fin de la présence française en Amérique du Nord laisse les 13 colonies anglaises sans ennemis. Quelques années plus tard, surchargés d'impôts, les colons ne verront plus l'intérêt de la souveraineté britannique et combattront pour leur indépendance.